Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres de manga. Et pour m'accompagner en cette tâche, je suis toujours avec Val. Salut Val, comment tu vas? Salut Seb, ça va super et toi? Ouais, en forme? Ouais, la forme. Bon, bah super. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité spécial qui nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation. C'est Martin des podcasts C'est qui le plus fort et mon voisin Miyazaki. Salut Martin, comment tu vas? Salut, bah ça va bien, merci. Invité spécial comme tu y vas. Bah oui, je me suis dit, c'est pas tous les jours qu'on a un grand ponte du podcast qui vient accepter Carrément. de venir dans notre Tout de tout petit suite. podcast. Non, merci de l'invitation. Et ben c'est un plaisir partagé. Martin, tiens, ma première petite question, comment on compose et qu'on a posé dans notre premier épisode où on a eu un invité sur donc l'épisode consacré à Jujutsu Kaisen, comment toi quel est ton rapport avec les mangas? Euh, alors, je consomme beaucoup plus d'animation japonaise que je ne lis de manga. Beaucoup plus même. Mais oui, ça fait hyper longtemps que je regarde beaucoup d'animés. En manga, j'en lis pas tant que ça. J'en lis surtout quand. Enfin, en tout cas, c'est rare que je lise un manga que je regarde aussi en animé. C'est souvent ou l'un ou l'autre. Et, euh, et en manga, j'essaie plus de lire des choses, je sais pas. Ils sortent un Peut- peu de l'ordinaire, je dirais. Ouais, peut-être qui sortent de l'ordinaire ou qui n'ont pas été adaptés en animé. Enfin, ou qui vont avoir vraiment une proposition peut-être un peu plus radicale. Enfin, ce genre de choses, quoi. Mais oui, en tout cas, de manière générale, l'imaginaire japonais, et plus spécifiquement le manga et l'animé, ça fait partie c'est des genres qui sont importants pour moi, même si même le manga, c'est un océan, quoi, et je pense que Ouais, on on a, ne on- retrouvera franchement chaussure à son pied, hein, ça il c'est y a sûr et certain. beaucoup de genres différents qui cohabitent au sein même du manga, donc voilà, moi j'aime plus les trucs fantastique et neketsu slash shonen ou seinen, mais il y a plein de trucs que j'ai pas encore lus et que je demande qu'à découvrir, quoi. On est deux. Le Neketsu, C'est c'est. ce qu'on essaie de faire en tout cas nous dans le podcast, on essaie de varier un peu les genres pour essayer d'avoir un éventail assez large. Mais en tout cas, ça te fait un point commun avec Val, puisque lui, Ouais. c'est plutôt un fan d'animé, hein, Val. Ouais, clairement. Moi, comme je le dis dans les enregistrements précédents, dans les précédents épisodes, moi, à la base, je viens de l'animé, quoi. Je suis un enfant de Naruto, de Dragon Ball Z en animé, et donc, après, derrière, tout a découlé. Et c'est vrai que, comme Martin, moi, tout ce qui est shonen, neketsu, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Donc, je suis beaucoup plus là-dessus. Bon, bah, super. Et tu nous touches deux mots peut-être, Martin, c'est peut-être celui qui se rapproche un petit peu plus de la thématique du podcast, et tu peux nous rappeler peut-être éventuellement le concept de ton podcast, là, mon voisin Miyazaki. Ouais, en fait, Mon voisin Miyazaki, c'est un podcast où on consacre chaque épisode à l'analyse vraiment en profondeur d'un film de Hayao Miyazaki. Je fais ça avec Florence. L'idée, c'est vraiment c'est vraiment de proposer une analyse cinématographique très approfondie, et parce que pour le coup, Miyazaki, c'est un petit peu un mangaka, c'est un spécialiste d'animation, mais c'est quand même surtout un cinéaste. Tous les films de Miyazaki ont été pensés pour le cinéma, faits, pensés, écrits, produits pour le cinéma, ce qui est un petit peu atypique au Japon finalement, et ce qui le différencie beaucoup de la majorité de la production animée japonaise. Ah, clairement, c'est au niveau de la Ce qui fait production, sa ça patte, hein. absolument. Oui. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, donc on n'hésite pas, on se fait un peu plaisir, on passe 2 heures à parler de chaque film, et puis on est aidé quand même par des très jeunes critiques par des enfants qui viennent nous parler un peu des œuvres, et qui apportent un regard peut-être un peu plus, je sais pas, direct, premier degré, candide, et qui fait du bien, hein. Ouais, puis ils ont une perception, puis ils ont une ligne de lecture une grille de lecture plutôt qu'on n'a pas nous. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir leur point de vue. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez bien pensé et assez rigolo, je trouve, de faire ça sous cette formule-là, en tout cas. Eh ben merci. Moi, j'ai une petite question, les gars. J'en profite au détour de cette conversation. Rapidement, c'est quoi votre Miyazaki préféré, s'il y en a un à choisir, en vrai?
Ah, bonne question. Vas-y Martin, toi l'honneur. Il en a peut-être pas parlé encore. Attention. Euh, pff, En fait, je pense que c'est Nausicaa, mais pour Ok, moi, c'est Nausicaa. ok. Et toi, Seb? Et ben c'est vrai que moi, tu sais, je sais pas si vous connaissez cette théorie qui dans les albums de musique, c'est souvent le premier album qu'on écoute, qu'on adore et qui reste toujours un peu notre préféré. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce même délire avec Miyazaki. Moi, le premier que j'ai regardé, c'est Princesse Mononoke. Et c'est vrai que ça reste, je pense, un de mes préférés, avec quand même derrière, bon, c'est très classique, hein, ce que je veux dire, le voyage de Chihiro, qui pour Ouais. moi sont ces deux gros, enfin mes deux gros coups de cœur, c'est ceux-là. Et après, je suis pas, j'ai pas tout vu, et justement, je profite du podcast de Martin pour me mettre à jour et après écouter derrière les épisodes. Donc top. Et toi, Val? Moi, c'est Princesse Mononoke aussi. C'est au fond de mon cœur. J'adore ce film. Je regarde tous les ans. Je dois le regarder au moins 2 fois par an parce que je le trouve trop beau. Et récemment, que je n'avais pas vu, j'ai découvert. Bon, Chihiro aussi, j'adore, hein, forcément. Mais j'ai découvert Terre-Mère, les contes de Terre-Mère. Et je le trouve mais incroyable ce film, hein. Esthétiquement parlant, je le trouve magnifique. C'est des tableaux, chaque scène, c'est un tableau, une peinture magnifique. Et du coup, ouais, Mononoke, Terre-Mère et en 3, je mettrais peut-être le Chihiro, le château ambulant, quoi. Mais voilà, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que Mononoke, c'est le top, quoi. Terre-Mère, c'est Miyazaki, mais fils. C'est le fils? Ouais, Ah, je ouais, ouais, pensais que ouais. c'était, mais c'est en co-création, non, avec le père? Alors non, non, justement, c'est une histoire intéressante. C'est même plutôt en opposition, en fait, avec son père. Ah ouais, ok, C'est Goro Miyazaki qui l'a réalisé. Et ce qui est ok. intéressant, c'est que l'histoire de ce film est hyper intéressante parce que euh, alors je crois que c'était Miyazaki père qui devait le faire, et puis finalement il s'est désengagé du projet, et c'est son fils qui a repris le dossier, et son fils n'était pas, à ce moment-là, avait encore jamais réalisé de long métrage d'animation, et il travaillait même pas dans l'animation. Ok. Et ça a été, il a pas eu, il a été, il a fait le film avec sans aucun soutien de son père, voire même avec plutôt Sans les de la studios Ghibli, défiance. quoi. Si, si, au sein de Ghibli, mais sans que son père l'aide. Ok. Et si tu veux, il y a un documentaire qui raconte ça. Et on voit la sortie du film avec Miyazaki père qui est très critique par rapport au travail de son fils, qui est extrêmement dur avec lui, et c'est assez touchant, quoi. Ah, génial. Et On sort de la fête des pères, justement. Bonne ouais, guerre. ouais, ouais. Hein. Alors ils se sont réconciliés après, mais sur le moment, il y a des images qui sont vraiment dures, quoi. Parce que Miyazaki, il fait des histoires douces, mais c'est pas un type doux du tout, Ouais, quoi. c'est pas un tendre. Donc voilà, c'est assez intéressant comme histoire. Ah, ok, je savais pas. Bah, merci pour l'info. Je vais me Ah bah, renseigner là-dessus. C'est cool. avec plaisir. Mais d'ailleurs, c'est le dernier épisode en date pour boucler là-dessus, c'est le château ambulant, hein, si je dis pas de bêtises, hein, C'est Château Ambulant, ouais. Ouais, ouais, absolument. Génial aussi. que je n'ai toujours pas vu, qu'il faut que je m'y attelle. Ah Ouais, bah écoute, regarde-le, c'est ouais. très cool. Bon les gars, rapidement le concept. Le principe du podcast c'est quoi? C'est qu'on échange et qu'on parle du premier chapitre d'un manga. Et l'idée c'est de voir en quoi c'est un bon premier chapitre ou pas, hein. Mais en général, on choisit plutôt des œuvres qui sont plutôt positives et qu'on aime. Et donc là, ce mois-ci, pardon, on parle donc de Doro et Doro. Et pour les petites coulisses de l'émission, c'est Martin qui a choisi justement Doro et Doro. Et donc, on y va les gars? Ah bah allez. Allez, c'est parti. Donc du coup, Doro et Doro, donc c'est un manga de Kyu Hayashida qui est une auteure, si je me trompe pas. Et Doro Doro, donc c'est un manga de type seinen avec des genres de isekai et de steampunk. Isekai, Seb, tu nous feras un petit rappel de ce que c'est? Oh, c'est le genre fantastique, hein, tout simplement, hein. C'est tout Ok. le côté, tout ce qui est lié à la magie, au fantastique, et steampunk. Bon, ça on le connaît, hein, c'est souvent Ouais, associé à le des mondes steampunk, ouais. post-apo avec de la fumée et de la vapeur. Voilà, c'est un peu. Tu- Tu nous rejoins un petit peu sur l'approche steampunk du manga, Martin? Ouais, 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 il y a de ça. Ouais, ouais, complètement. Il y a de ça, il y a de ça.
Plutôt par la structure, Euh, hein, c'est pas quelque chose d'omniprésent dans le manga, mais c'est surtout par rapport au côté ambiance de la ville et de l'univers dans lequel ils sont, hein. C'est plutôt par En rapport à fait, ça. c'est du steampunk magique parce Mais oui, il y a beaucoup d'appareils, enfin, je sais pas, on le voit peut-être pas énormément dans le premier chapitre, mais il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent à la magie et oui. et qui sont, qui effectivement sont complètement dans une esthétique steampunk, quoi. Exactement. Et donc, je continue. Donc, le manga, il est prépublié au Japon entre 2000 et 2018. Donc, ça a duré assez longtemps. Donc, en prépublication dans les magazines qui, di- qui publient les chapitres, pardon. Et Doro et Doro, donc, si on traduit en japonais ce que ça veut dire Doro et Doro, littéralement, ça voudrait dire de la boue à la boue. Donc, ou boue nauséabonde. Donc, ça parle de boue, quoi. Donc, on est sur des termes un peu cracra, un peu la boue, quoi, tout ça. Et je trouve que bah, ça colle plutôt bien à l'œuvre, hein. Ça porte bien son nom, Ah comme oui, on dit. on ressent Il y vraiment a, le il côté y a cracra, hein. Ouais, c'est clair. ouais, exactement. Et donc le manga, c'est 23 tomes, il est complet aujourd'hui. En tout, donc 23 tomes, et c'est édité en France chez Soleil Manga. Ouais, d'ailleurs, si on doit faire une petite aparté sur le côté édition, je sais pas si tu as vu ça passer, Martin, mais c'est vrai que ça a été assez chaotique, hein, la pauvre Ouais, Ayashida. il y a eu des pauses, hein. Alors, il y a eu des pauses, tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, elle est passée, ni plus ni moins, au Japon, c'est passé par trois maisons d'édition japonaises différentes. C'est-à-dire qu'elle est passée par trois magazines de prépublication avant enfin d'achever son manga dans le dernier avec lequel elle a collaboré. Et c'est pour ça que ça a duré 18 ans. 23 tomes en 18 ans, c'est pas mal, hein, quand même, c'est un bon cycle. Et même en France, elle a eu son lot de mésaventures parce qu'avant d'atterrir chez Soleil Manga, ça avait fait une première maison d'édition, une petite maison indépendante qui a malheureusement pas tenu. Et ça a été repris après chez Soleil Manga qui a édité les 23 tomes. Mais on va le voir juste après, tu vas reprendre la main, Martin. C'est quand même un peu inespéré parce qu'aujourd'hui, elle atterrit chez un grand de la SVOD. Ouais. Donc il y a une Oui, série exactement, il y a une série d'animations produite par le studio Mappa. Mappa, on en a déjà parlé dans notre épisode sur Jujutsu Kaisen, mais c'est ceux qui ont fait justement bah, Jujutsu Kaisen. C'est ceux qui ont fait plus récemment et plus médiatiquement parlant, le plus connu, c'est l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. Et elle est disponible mondialement sur Netflix depuis mai 2020. Et il me semble que c'est l'intégralité de la série. Ils ont tout sur Netflix. Et Voilà. tu l'as vu l'animé, Martin? ouais, en fait, moi j'ai découvert Doro via l'animé pour le coup. Ok. Et quand c'est sorti l'année dernière, Ça a dû te faire bizarre de passer de l'animé au manga, du coup? Parce que c'est vrai que c'est vraiment deux ambiances. oui et non en fait, parce que D'accord. comment dire, je trouve la qualité de l'animé est vraiment excellente. Enfin, Oui. en termes d'animation et puis aussi de sound design et de musique, c'est vraiment hyper réussi. Enfin, en tout cas sur moi, ça a vraiment bien fonctionné. Hein, je te rejoins. Mais, mais en fait, en fait, je me suis mis à lire le manga juste parce que je voulais voir la suite. Et Parce que comme souvent. parce que l'animé couvre, l'animé, il y a 10 épisodes, je crois, qui sont dispo, ou 12, Ouais. je sais plus le nombre exact. Et plus des petites OAV, mais bon, qui sont à côté. Et, en fait, j'avais ultra envie de voir la suite, quoi. Et même, en fait, c'était même avant que j'ai commencé à lire le manga, en cours de diffusion de l'anime, parce qu'il sortait, je crois que chaque épisode sortait. Alors, je me souviens plus, parce que, pour être tout à fait honnête, j'avais mon cousin du Japon qui me Ben faisait oui, passer les épisodes. c'est ce que j'allais te dire, Donc, le donc fameux cousin du Japon. On en a tous je un. récupérais les épisodes semaine par semaine, enfin, je sais plus à quelle fréquence ça sortait. Et donc, j'arrivais pas à attendre une semaine, j'avais envie de voir la suite, quoi. Donc, je me suis mis à lire le manga hyper tôt et à lire en parallèle de regarder l'animé. Et non, ça m'a posé aucun problème pour le coup euh, parce que je trouve, enfin, je suis vraiment très, 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 très client du trait de Kyo Yashida. D'accord. Donc ça me pose aucun problème de passer de l'un à l'autre pour le coup. Parfois j'ai eu du mal avec certaines séries. Je sais pas, par exemple Tokyo Ghoul, j'avais vraiment adoré l'animé, j'ai voulu lire le manga, j'y suis pas trop arrivé. Et là pour le coup ça m'a posé aucun problème.
Ah mais ça serait intéressant de confronter les avis quand on décryptera un petit peu l'œuvre. Mm. Moi, j'ai pas tout à fait le même ressenti. Je crois que mon acolyte a aussi ce point de vue-là, mais Ouais. on en touche 2 mois après. Et Ouais, c'est pas tout, on mais va régler les comptes. on On va va régler régler les les comptes. comptes. Bon, tu vas peut-être nous pitcher l'œuvre, monsieur Ouais. Valentin? Alors, je vous pitch ça. Donc, c'est dans un futur post-apocalyptique, deux mondes s'opposent, celui de Hall, H-O-L-E, et celui des mages. On suit dans l'histoire, on suit Caïman et Nikaido. Caïman qui est amnésique et qui a pour particularité d'avoir une tête de reptile, de lézard, de crocodile, en tout cas de reptile quoi. Et les deux personnages font la chasse aux mages dans le monde de Hall pour trouver des réponses à propos de ce qui est arrivé à Caïman, euh, puisqu'il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé et pourquoi il a cette tête de reptile. Voilà. Bon, ça me paraît concis, ça ne s'en dit pas trop non plus, c'est ce qu'on veut, c'est le principal, c'est de pas trop en dévoiler. Ouais. Ben, messieurs, si vous êtes d'accord, on va commencer par regarder ensemble donc le premier chapitre de Doro et Doro. Et, Allez. on s'y attaque. Donc, cette particularité de cette œuvre, c'est qu'à chaque fois, ils n'appellent pas ça premier chapitre, mais ils appellent ça premier maléfice. Ça sera vraiment la ligne conductrice de tout le manga. Et le premier chapitre s'appelle Caïman. Et on a en première couverture de chapitre, on voit en fait Caïman qui a son masque sur la tête. On démarre la scène d'introduction, on est vite mis dans le bain, on assiste à un combat entre justement les deux protagonistes que sont Caïman et Nikaido, qui sont opposés à deux mages. Et là, on voit donc Caïman qui a un des mages dans sa tête. Et ben, on comprend tout de suite que c'est un peu son modus operandi pour obtenir des réponses, parce il a un mec un peu chelou qui sort un peu qui sort un peu du fond des entrailles pour justement savoir si c'est le mage qui sont en recherche. Qu'est-ce que vous avez pensé de de cette scène d'ouverture? En fait, c'est une scène qui est hyper intéressante parce que, qui est à la fois intéressante et complètement trompeuse sur ce que va être le manga par la suite. Parce que on démarre d'entrée avec une scène hyper violente et hyper violente graphiquement et hyper dure. Et on voit Caïman et Nikaido un peu en mode bullies, quoi. Enfin, ils sont en train de maltraiter C'est clair. deux tocards, deux mages complètement tocards, pour essayer d'avoir des réponses pour essayer de comprendre donc l'origine de Caïman. Donc à chaque fois, il fout la tête des gens qu'il va Dans interroger sa gueule. dans sa propre gueule. Et au fond de sa gueule, il y a quelqu'un qui arrive, on ne sait pas qui c'est à ce moment-là, et qui regarde le mage en question et qui répond à chaque fois oui, c'est lui, non, c'est pas lui. Donc lui, sous-entendu, celui qui lui a jeté le maléfice qui l'a transformé en Caïman. Enfin, en lézard, quoi. Et la scène est extrêmement violente. Euh, et après, il y aura. Alors, il y a beaucoup de violence, beaucoup de gore tout au long du manga, hein, du début à la fin. Mais il y a aussi beaucoup de douceur, paradoxalement. Et là, on est plutôt sur la phase violente, quoi. Ouais, puis c'est de la surenchère, hein, parce que là, clairement, une fois que Caïman se rend compte qu'il a plus besoin du mage qu'il est en train d'interroger, littéralement, il le découpe, quoi, hein. Et puis on voit vraiment bien la scène où il le découpe, quoi. Et ça se termine par j'ai plus besoin de toi, et puis il finit complètement en charpie. Valentin, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, je suis totalement d'accord avec ce que dit Martin sur l'ambiance directe quand on arrive, on lit ses premières pages, c'est totalement trompeur. Moi, ce que je rajouterais, c'est que c'est dégueulasse même. Enfin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les traits de Kyo Hayashida, ils sont hyper réalistes. Je trouve que la gueule de Caïman en reptile, elle est hyper réaliste, les écailles, tout ça et tout. Et il y a tout ce truc de, c'est un peu dégueulasse quand on s'y croit. Et j'ai été hyper impressionné quoi, quand j'ai lu ça. Alors moi, un peu comme Martin, je suis rentré dans le manga d'abord par l'animé, mais j'ai regardé uniquement le premier épisode. Et après, j'ai lu le premier chapitre qui correspond au premier épisode. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu différent dans l'animé quand même. Je trouve que les traits sont beaucoup plus précis et plus réalistes dans le manga. Mais c'est mon Mm. avis. Tu voulais rajouter quelque Oui, chose, oui, oui. Martin? Oui, oui, non, non, effectivement, l'animé est un peu plus propre, Cartoon. entre guillemets. Ouais, cartoon. Plus facile. Enfin, il est plus accessible quand même, l'anime. Ouais.
Ouais, puis on ressent tout de suite le côté humour en fait du second degré en fait de la série tout de suite en fait. Alors que je Clairement. trouve que dans le manga, ça met un peu plus de temps à arriver, et puis il faut vraiment bien lire Oui. et bien comprendre ce qu'on lit pour se dire attends, il fait un peu de second degré, c'est censé être drôle ce qu'il vient de raconter. Mm. Alors que le côté animé en fait, avec le côté interprétation aussi des doubleurs, on sent tout de suite que bon, il a l'air assez fantasque hein, quand même ce Caïman dans la manière dont il parle. Ouais. Mais en tout cas, le côté sale, t'as bien fait d'en parler parce que c'est ultra important tout au long de l'œuvre. Enfin, il y a toujours cette dualité entre justement le monde des profanes dont font partie Nikaido et Caïman et le monde des mages. Et le monde des mages, euh, les mages pillent et détruisent le monde des profanes, s'en servent de dépotoir. Enfin voilà, c'est un peu Alors que eux c'est un peu vivent le en ciel et l'enfer, l'opulence. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui explique aussi qu'ils ont cette haine qu'ils ont contre les mages, quoi. Ouais. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que ça me fait le lien sur les deux infos qu'on retiendra de cette première partie du premier chapitre. C'est que déjà, d'une, on voit que Caïman est complètement insensible à la magie, ce qui est quand Ouais, même un certain avantage quand même dans qui les est un point combats. important, ouais. Ouais. Et ça, on ne sait pas pourquoi, mais Mm. on le saura un peu plus tard. Et un deuxième point aussi qui est très important, c'est qu'est-ce qui relie les deux mondes en fait, entre Hall et le monde des mages. Il y a les systèmes de portes en fait qui apparaissent de manière par magie, hein, voilà, qui permettent de les téléporter d'un monde à l'autre. Et on a l'impression que c'est surtout les mages qui ont cette capacité-là de pouvoir, à leur souhait, se balader entre les deux mondes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, on suit en fait comme le manga sait très bien le faire, on suit une petite balade dans l'univers de Hall entre les deux personnages, entre Nikaido et Caïman qui se baladent. C'est là où on en apprend un peu plus sur son côté amnésique, qui fait des rêves, qui découvre justement qu'il aimerait avoir des réponses sur ce qui lui est arrivé. Et je trouve que je trouve c'est là où on se rend vraiment compte dans le monde vraiment dégueulasse dans lequel ils vivent, puisqu'on a aussi tout un point de vue sur Hall qui est un peu plus éloigné par rapport à cette scène qui est très frontale et on est très rapproché au niveau de la scène, on voit pas trop ce qui se passe autour. Et là, on voit vraiment le côté très sale de l'univers dans lequel ils évoluent, hein. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Un truc aussi, j'ai oublié de préciser, le design de Caïman va évoluer en fait par la suite dans le manga. C'est pour ça qu'il y a une différence assez importante entre le design de Caïman là, tel qu'il est là au début du manga et tel qu'il est dans l'anime à ce moment-là, et après ça va être raccord. Mais oui, oui, Hall, c'est bien crade. Bah, c'est un trou, hein. C'est un trou dégueulasse. Ouais. C'est vraiment une décharge, et là, ça aussi, ça va prendre de l'importance par la suite. Je trouve que l'animé est beaucoup plus équivoque là-dessus, on n'a aucun doute. Mais moi, je sais quand j'ai commencé à le lire, je suis pas un spécialiste du Japon et des prénoms japonais, mais Nikaido, à aucun moment dans les premières pages du chapitre, j'avais compris que c'était une nana, hein, clairement. Parce que ses attributs, on va dire féminins, ne sont pas mis en avant. Moi, je pensais que il était accompagné d'un sidekick masculin en fait, hein. J'ai pas Ah du oui, tout compris bah, que on la c'était une voit pas femme. beaucoup en fait hein, dans le Non. manga. Elle est pas très présente en fait dans le premier chapitre, je veux dire, parce qu'après Ouais. évidemment elle le sera énormément, mais Bah, c'est après quand on passe, donc du coup, ça sera sur la fin du premier chapitre avec son restaurant qu'on comprend que c'est une femme et qu'elle a aussi un métier à côté. Après cette petite discussion entre les deux personnages, on bascule changement d'ambiance, l'opulence, la richesse. On bascule chez les mages et on se rend compte qu'en fait, ici, ils ont tous un attribut. En fait, ils portent tous des masques pour les différencier. D'ailleurs, il y aura peut-être des choses à dire aussi sur ces masques, justement, qui peuvent aller du grotesque à du vraiment très dégueulasse pour inspirer un peu la peur. Et on découvre surtout un personnage qui va avoir beaucoup d'importance par la suite, qui est le personnage de Ensan, qui a l'air d'être, on va dire, le boss des lieux. oui, c'est le parrain en fait. C'est le patron. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage-là, de Ensan? Qu'est-ce qui vous évoque Bah, en fait, alors, il y a deux façons de répondre. Soit on répond en faisant abstraction de ce qu'on va lire par la suite, Eh oui. soit on répond là. Pour l'instant, on sait pas énormément de choses de lui. On voit juste que c'est le boss, qu'il aime beaucoup les champignons, Oui, ça c'est clairement dit dès le départ, oui, on le voit, oui. qu'il a une magie basée, il a une magie basée sur les champignons et qui fait aussi des trucs assez dégueux. Quand il s'attaque à ses adversaires avec sa magie, c'est quand même très très crade. Et en fait, de prime abord, il est quand même très cruel et très dur. Euh, et il le sera de toute façon, mais il va acquérir de la nuance plutôt dans la deuxième partie du manga.
Mais il est assez intéressant, il est hyper charismatique, je trouve. Ouais, j'allais dire Valentin, du coup, c'est quelque chose éventuellement à dire. Ouais, ben, moi, je vais tout simplement dire qu'il est bien dégueulasse, hein, Ensan. Déjà. Son masque où on voit les dents et tout est tout aussi dégueulasse. Une chose que je voulais rajouter, ouais, quand tu as présenté un peu le monde des mages et tout, moi je suis pas trop d'accord. Je trouve pas vraiment que c'est l'opulence et tout. Je le trouve tout aussi crade que Hall, ce monde-là. Ils ont pas l'air de vivre non plus dans. En fait, ils sont extravagants, c'est-à-dire que on voit, ils ont des chaussures. Enfin, c'est ridicule, quoi. Leurs masques, ils sont ridicules, les chaussures sont ridicules. Et je trouve pas que leur monde est si beau que ça. Au contraire, en fait, il est dégueulasse, mais d'une autre manière, quoi. On sent qu'ils ont pas les mêmes problèmes et c'est pas la même chose que Hall ou comme dit Martin, c'est une décharge et clairement c'est ça. Là, on sent que c'est un peu malsain, je trouve l'ambiance chez les mages Ah, aussi. clairement. Ouais. Ça pue, quoi. On sent ce truc-là, quoi, hein. Vraiment, moi, quand j'ai lu, je me suis dit, mais putain, mais cette ambiance, limite, le livre dégageait l'odeur pestilentielle de l'univers, quoi. Et ça, c'est assez fort, hein, d'arriver à transmettre cette émotion-là. Et globalement, ouais, Ensan, il est dégueulasse. Et on voit par son attribut, on comprend le fait qu'il s'appelle En-san, on comprend que c'est le boss, quoi. Le san japonais, Qui donne la supériorité à la personne. c'est ça. Ce que tu dis, en fait, c'est important parce que de la même manière, en fait, comment dire, il y a Hall, les habitants de Hall qui sont les humains, hein, pour le coup, qui sont les Ouais. non-mages, les profanes, ceux qui n'ont pas de pouvoir. C'est vraiment tout en bas de la pyramide. Et le monde des mages est quand même largement plus, n'est pas parfait, mais il est globalement plus propre. Mais même au sein du monde des mages, il y a aussi toute une pyramide. Et effectivement, chez les mages, il y a un certain nombre de mecs, enfin de gens qui sont un peu des tocards, comme le personnage qu'on a vu, l'un des deux, qui se sont fait massacrer. Qui ressemble à Et quelqu'un Ouais. échappé de la comédie italienne, là, un peu, oui, 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 un la peu Commedia Pierrot. dell'arte. Ouais, Commedia Et dell'arte, ouais. et le truc des chaussures, en fait, ces gens-là, ces mages, en fait, c'est un peu comme les gangs de Yakuza, en fait. Il y a tout un Ouais. cérémonial, il y a tout un truc, donc ils ont des chaussures particulières qu'ils doivent mettre pour certaines occasions, il y a des rites d'initiation, ils doivent passer certaines épreuves, quand on leur donne leur masque, c'est qu'ils sont passés à un certain stade. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui se passent, et effectivement, au sein du monde des mages, il y a une hiérarchie, il y a des strates, et Anne-san, pardon, est le patron de l'organisation des mages que vont poursuivre Nikaido et Kaiman. Et au-dessus encore, il y a les démons. Et ça, on les voit pas dans le premier chapitre, mais au-dessus des mages, il y a les démons, et qui ont eux-mêmes leur propre hiérarchie. Enfin, voilà, en fait, c'est un peu sans Ok. fin, quoi. Ouais, il y a des castes, il y a toute une hiérarchie dans Ouais. l'univers. Et l'univers est profond, quoi. Que Ensan, au niveau de son design, il me fait beaucoup penser à l'univers aussi un peu qui est aussi très cracra de Gun. Pour ceux qui ont lu Gun, on sent qu'il y a un peu d'inspiration par ça. Et alors, ça n'a rien à voir parce que j'ai vérifié au niveau de la chronologie. Le premier truc qui m'a fait penser quand je l'ai vu, c'est qu'il me fait penser au grand méchant de Mad Max Fury Road, je trouve Ensan dans son design. Et Ouais, de Ouais, c'est pourtant, ouf. vrai. ils n'ont, enfin, c'est pas sorti en même temps. Alors, est-ce que c'est George Miller qui s'est inspiré du manga de Hayashida? Je pense pas. Ou alors c'est une pure coïncidence, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en fait dans son design. Vous irez regarder, tiens d'ailleurs. Tu peux avoir les artistes, designers qui ont participé au film, qui ont été influencés, c'est possible. Après, bon, C'est assez perturbant en c'est tout cas. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ressemblent. C'est vrai, il a le même espèce de masque avec la bouche là et tout. C'est vrai que il y a cette similarité là. Bien vu. Donc en tout cas, donc là sur ce monde des mages, on a l'échange entre notre petit personnage qui ressemble à un mec échappé de la Commedia dell'arte et qui échange justement avec Ensan pour lui expliquer que ben il a été confronté à un problème dans le monde des humains. Et on termine sur une note un peu plus positive. On retrouve nos deux larrons, là, Caïman et Nikaido, qui sont donc au restaurant de Nikaido, puisqu'elle gère un petit resto. Et on apprend que bah, l'ami Caïman, en fait, il est fan de gyoza. Est-ce que vous aimez les gyoza déjà, tiens? Ah ouais, grave. Moi, j'adore J'adore ça. Ce sont ça. un mets japonais très très bon. Ouais. Ça me parle pas de ça, ça me donne faim là. T'as pas mangé encore? Et la chose amusante, c'est que les gyoza vont avoir une importance capitale tout au long de la bouffe de manière générale, et les gyoza en particulier, Oui. ça va être hyper important tout le long de l'histoire, en fait.
Ah, c'est intéressant à savoir ça. Je savais pas. Moi, j'ai pas poursuivi trop. J'ai pas approfondi ma lecture. Et du coup, de savoir que les gyoza ont une importance, c'est intéressant parce qu'on les voit dans le premier chapitre. Ça se termine là-dessus. On n'imagine pas Ouais, que ça soit un fusil de, comment on dit? Un fusil De Tchekhov. de Tchekhov. C'est un peu ça, non? ouais, complètement. En fait, C'est son carburant, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. C'est... oui, il adore la gyoza et puis le restaurant, en fait, le Hungry Bug, c'est un peu, ça va devenir la base arrière de Nikaido et Caïman. C'est un peu toujours là où il retournera quand il aura des problèmes. Ouais. Et puis après, il y a plein d'arcs. Après, il y a un autre arc un peu plus tard assez drôle avec non pas des gyoza, mais avec des tartes, des tourtes. Oui. Et ça, c'est très très drôle et avec d'autres personnages. Et après, les gyoza reviennent très en force à la fin d'une manière dont je parlerai pas, mais il y a un truc très important avec les gyoza à la fin de l'histoire. C'est Surprenant. vraiment drôle. Oui, oui, ah oui, pas mal Ok. surprenant. Énorme. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup. En fait, les gyoza, on les voit beaucoup dans le générique de l'animé. Et je me demandais pourquoi, et après j'ai compris en fait. D'où l'importance que tu disais, Valentin, le petit fusil de Tchekhov qui est pas passé là par hasard et qui est en fait un élément central du manga. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est là-dessus que se termine le premier chapitre. Et donc justement après le deuxième maléfice, pour ceux qui voudront aller plus loin, ça sera Hungry Bug. Mais là on va passer donc à notre avis et on va aller un petit peu plus loin dans le décryptage pardon, de Doro et Doro. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier chapitre? Valentin peut-être? Tu vas nous Ouais. donner ton avis sur le premier chapitre? Alors, écoute, moi j'étais parti avec une appréhension sur l'œuvre. J'étais pas, je le cache pas, j'étais pas hyper enthousiasmé, j'étais pas hyper emballé par l'univers et tout. Ça me rebutait un peu de voir un truc un peu crado comme ça et tout ça. Mais en fait, j'ai été pris grave dedans, comme j'ai dit un peu plus tôt. Je suis passé d'abord par l'animé avant de lire le premier chapitre. J'ai regardé le premier épisode, c'était plus simple pour moi. Je me suis dit que ce serait une bonne moyen de rentrer dedans. Et en fait, j'ai plutôt apprécié. Le chapitre est court par rapport à d'autres chapitres, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler là, mais par rapport à d'autres mangas où ils ont des premiers chapitres plutôt longs, celui-là est quand même assez court, il y a une trentaine de pages je crois, Un tout petit peu moins, ouais, un peu, 28 pages. voilà, Sans 28 compter pages. les premières pages de but, peut-être à 25 à tout casser. C'est vachement court, mais d'un autre côté, en fait, ils exposent tout quoi dans ce chapitre globalement. On a vraiment l'intrigue centrale qui est l'amnésie de Caïman qui est présentée, le monde globalement qui est présenté dans lequel vont évoluer les persos. Donc en fait, c'est hyper efficace et je trouve que c'est un bon premier chapitre. Martin? Ouais, bah ouais, je trouve aussi que c'est un très bon premier chapitre. Après, c'est un manga qui est tellement dense et riche Oui. par la suite que forcément, j'ai envie de dire qu'il y a ce qu'on voit dans le premier, il y a 20 fois plus après, quoi, en termes d'univers et de profondeur aussi dans laquelle on descend dans la connaissance des personnages et puis aussi dans le développement de l'intrigue. Donc, du coup, bah, je le trouve très court parce que on voit pas grand-chose, mais il y a effectivement, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place en peu de temps. Et donc ouais, après, effectivement, ça peut faire un peu peur sur le trait. C'est vrai que le trait est un peu, ouais, un peu cracra, quoi. Puis c'est vrai que ça me fait un peu penser à ces œuvres un peu, enfin, c'est même un peu trash en fait. C'est un manga trash d'ailleurs. En fait, Oui. il est catégorisé là-dedans souvent, et on le sent bien dès le début, quoi. Bah, c'est vrai que c'est bien que tu me fais le lien sur le côté dessin. Alors, juste rapidement, moi je trouve que c'était un très bon premier chapitre aussi, hein, qui est assez plaisant. On a les enjeux. Bon, il manque quand même, quand on continue, pour te rejoindre là-dessus, Martin, il manque quand même deux, trois petites infos, notamment pourquoi est-ce que les mages vont dans le pays des humains. On peut le Mm. dire, hein, c'est pas un énorme spoil. Ils y vont pour faire des expériences sur les humains. Il y a tout un truc à base d'insectes et de cafards, voilà, qui vient renforcer ce côté un peu cracra de l'univers. Mais en tout cas, ouais, ça reste un premier chapitre vraiment très cool, efficace, qui est court, parce que pour rappel, dans les épisodes précédents, je repense notamment à Tokyo Revenger qui fait un peu plus de 60 pages. Ouais, Et là, on en est à 25. Donc c'est on vrai a le que, double. ouais. Donc c'est vrai que ça reste un très bon premier chapitre en tout cas. Et pour rebondir sur ce que disait Martin, du coup, moi je trouve que le dessin il est assez cool et varié, mais il a un côté aussi très inégal.
Je trouve qu'il Mhm. y a des côtés où, voilà, on sent que c'est pas tout le temps maîtrisé en fait. Ça reste une super dessinatrice, hein, attention, hein. Mais je trouve que, en tout cas, dans son trait, il va y avoir des mangas qui auront une ligne beaucoup plus claire. Lui, on va être sur un trait qui est quand même bien appuyé au niveau de l'ancrage, pour vraiment renforcer le côté noirceur du récit. Je sais pas si vous avez ressenti ça un petit peu dans le dessin, mais c'est très Ouais, noir hein, quand même, hein, au niveau de. clairement, ouais. Ouais, ouais, c'est sombre, c'est Mhm. très sombre. Et c'est là-dessus où je trouve que ça tranche avec l'animé qui est très coloré. Mhm. Et je trouve que c'est là où on sent que l'intention n'est pas forcément la même. Alors l'animé est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que on perd un petit peu du côté du récit vraiment un peu noir, avec de l'humour noir. Voilà, c'est très. Voilà, moi je trouve que on ressent beaucoup plus le côté cracra dans le manga que dans l'animé en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me demande vraiment à quoi va ressembler l'animé par la suite, parce que le début de l'histoire est plutôt. Enfin, après, ça devient C'est très des fidèle, hein, je passages. trouve, hein. Surtout le. Ouais, mais je veux dire, le milieu de l'histoire, le milieu du manga, globalement, le deuxième tiers, qui est d'ailleurs celui que j'aime le moins, il est très, très sombre, très sale, assez dégueulasse. Et je me demande comment ils vont rendre ça dans le manga. D'ailleurs, globalement, l'animé est quand même moins trash, moins sexualisé aussi Oui. Ouais. que le manga, qui est très sexualisé par passage. Et, euh, et du coup, bon, voilà, bah, ça sera sûrement globalement adouci, quoi. Mais c'est vrai que la grosse révélation, pour dire, sans dire quoi, mais la grande révélation qu'on attend tous, elle arrive assez vite en fait. Après, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais on découvre assez vite comment, en tout cas, on commence à avoir déjà des bribes de pourquoi Caïman est comme ça aujourd'hui. Mais je pense qu'elle veut nous perdre aussi, voilà. Oui et non en fait, parce qu'on va se rendre compte rapidement que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a beaucoup Oui, de choses derrière ce qu'on apprend. Puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est un peu une recette classique du genre, hein, mais on va avoir une exploration en profondeur de la backstory de pas mal de personnages. notamment Euh, Nikaido. de Nikaido, mais pas que, même de N même de tous les, en fait, à peu près tous les personnages, hein, même j'ai oublié son nom, le mage tocard du début, euh, qui va après qui va s'en vouloir pendant toute l'histoire de la mort de son De son copain. pote, ouais. Il va y avoir tout un arc autour de ça. Il va rencontrer une autre mage dans dans l'autre monde, qui va devenir son équipière, qui va devenir ça va être un peu une espèce de Kenny dans South Park, quoi. Oui, oui, clairement. La gamine, en fait, qu'on voit très rapidement dès le début, en fait, qui est à deux doigts Ouais, de se faire zigouiller par la team. exactement. Et donc chacun va avoir vraiment. En fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que chaque personnage est vraiment traité respectueusement. Quoi. Il y a quasiment aucun personnage qui est expédié. En fait, ils ont tous droit à une backstory qui est à la fois bien et pas trop envahissante, parce que. Alors après, juste dans le deuxième tiers, on perd un peu le focus sur Caïman et Nikaido, on rencontre d'autres personnages. Alors certains sont peut-être moins intéressants que d'autres, mais c'est un peu une espèce de bande de misfits, de mages misfits qui essayent un peu Oui. de vivre leur vie un peu à contre-courant dans le monde des mages et de s'en sortir comme ils peuvent. Et, euh, et pareil, à la fin, tout va se réunir avec brio, je trouve. Et donc voilà, moi, je trouve intéressant de vraiment donner de l'épaisseur à tout le monde. C'est ce que j'aime dans cette histoire en tout cas. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même une assez bonne dynamique quand même entre les personnages, même déjà entre le duo. Le duo, il est quand même assez atypique, et pourtant ça marche bien. On sent qu'il y a une super complicité. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais on sent qu'en tout cas tout match. Et Ouais, c'est vrai que sur les personnages, il y a un point, et tu l'as souligné, c'est encore une fois, alors ça je pense que c'est un ressort, c'est un poncif du manga. T'as pas des méchants très méchants et des gentils très gentils, quoi. Ils ont tous en fait leur profil est toujours très nuancé. On arrive toujours à leur trouver des circonstances atténuantes, ou dire ah tiens il était pas si méchant que ça, ou alors de son point de vue c'est pas très méchant ce qu'il fait. Donc ça c'est bon, c'est du classique dans le manga, hein, faut pas être surpris. ouais. Mais en tout cas ça marche bien. C'est vrai que il y a une super galerie de méchants, hein. C'est vrai que moi je pense il y a un peu plus tard dans l'aventure il y a les deux mages là qui arrivent. Qui ont un côté ultra effrayant avec leur masque dégueulasse. Il y en a même un, je crois qu'il a quasiment une réplique de cœur sur la tête. C'est Ouais. vraiment, tu sens limite vraiment le masque qui dégouline. Et quand ils enlèvent leur masque, t'as l'impression que c'est les premiers de la classe, quoi.
Ouais. Bah, ouais, juste, alors, en fait, comment dire? Le manga, enfin l'œuvre, Doro, ça tourne beaucoup autour de la notion de la tête, en fait. Mmh. Il est question de tête, beaucoup, donc la tête de Caïman qui est là, pourquoi elle est là, on sait pas, qui est elle-même, recouverte par un masque et il y a toujours un truc, une dualité entre le moment où, avec masque ou sans masque et oui, le duo, de Noi et Shin est ultra intéressant. Enfin, c'est des personnages super intéressants, donc c'est 2 mages. Noi, donc on la voit pas dans le premier chapitre, c'est une femme mage. C'est une colosse, quoi. Elle arrive assez Elle vite est d'ailleurs, hein, dans elle est l'histoire. super grande, elle fait 2 m 10 et 124 kilos, mais elle est quand même, elle est costaud, mais elle est quand même jolie. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, oui, Elle oui. est et, euh, et donc quand elle a son masque et elle a un espèce de survêt de prof de sport. Et avec sa carrure, on voit pas forcément que c'est une femme, ou en tout cas on le voit pas trop. Et quand elle l'enlève, elle est super féminine. Je trouve ça assez drôle. Et Shin, c'est pareil, c'est le type dont tu parlais qui a un masque qui lui fait un cœur humain en fait. Et c'est un espèce il manie le marteau comme un psychopathe. Et quand il enlève son masque, en fait, il a des lunettes, il est gentil. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant, hein, et puis, c'est rigolo. On voit que c'est quand même, on voit que c'est écrit, dessiné par une femme parce qu'elle s'amuse aussi à inverser les codes. Parce que clairement, normalement, dans un récit un peu classique, le gros bras, ça aurait été le mec et le côté un peu douceur physique, ça aurait été la fille et là, c'est carrément l'inverse, quoi. C'est un peu la fille, le gros bras et le mec qui est un peu plus dans la douceur, même si c'est 2 gros bourrins tous les 2, hein. Faut pas Ouais, quand même, ouais. on se le cache pas. Tu voulais rajouter quelque chose, Valentin, peut-être là-dessus? Non, 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 vous êtes allé un petit peu plus loin que moi, dans l'œuvre, donc je peux pas trop rajouter de trucs. Mais, je l'ai vu, ce personnage avec le cœur là et ouais, globalement, c'est mais je suis assez d'accord sur, en fait, je trouve que le récit est hyper original, en fait, de manière générale, quoi. La manière dont sont traités les personnages, comme tu dis, Martin et tout, c'est pas on trouve rarement un schéma, similaire, autre part, quoi. C'est hyper original, je trouve et c'est ça qui est intéressant. Pour faire un petit point sur le côté dessin, pour terminer là-dessus, moi j'avais noté quelque chose, c'est, la première lecture en fait m'a un peu déstabilisé. Je sais pas ce que vous avez ressenti là-dessus, mais j'ai eu vraiment une sensation d'assez bizarre, dans la structure, de l'enchaînement des cases et c'est vrai que souvent, moi, pour avoir discuté avec quelques auteurs de BD, quand tu as du mal à suivre l'espèce de logique que peut avoir, c'est qu'il y a quelque chose qui peut poser problème au niveau de la structure, au niveau de la disposition des cases. Alors, je dis pas que c'est mal fait, hein, je dis juste qu'en fait, dans cette manière de dessiner et de disposer les cases, ça fait bizarre. Bon, c'est un peu déstabilisant au départ. Et en fait, en faisant des recherches, je suis tombé sur une des rares interviews de l'auteur où elle explique en fait sa manière de dessiner. Elle dessine sans croquis préalable. Elle y va direct. Poum. Hmm. Elle fait pas de storyboard, de choses comme ça pour préparer en fait quelque chose de son récit. Elle y va, elle a tout dans sa tête et poum, elle pose directement tout sur le dessin. Et ça peut expliquer certaines choses des fois dans le côté un peu inégal du dessin, dans le côté des fois dans la structure qui est un peu perturbante. Et c'est sa manière de dessiner. Et elle a fait comme ça de son premier tome jusqu'au dernier. Elle n'a jamais changé sa manière de dessiner. Et je trouve que Ah c'est ouais. fort quand même quelque part aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Mais en fait, je savais pas, et c'est intéressant, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses au début de l'histoire qui sont pas fixées, en fait, Oui. et qui évoluent, qui se fixent un peu par la suite. On parlait du design de Caïman qui change complètement, en fait, enfin, pas complètement, qui change pas mal par la suite. Et j'ai l'impression que sur le trait, ça se stabilise un peu par la suite aussi. Ça, je suis pas très bon pour le coup Non, mais après, tu pour étudier sais, ça, donc je peux pas en dire plus. c'est une de ses premières œuvres. Enfin, en tout cas, enfin, c'est presque sa première œuvre majeure. Je crois qu'elle avait deux petits trucs avant, En mais tant rien qu'autrice, de, ouais. ouais, en tant qu'autrice, ouais. Mm. Mais j'ai envie même de pousser un peu le débat un peu plus loin sur le côté premier tome, premier chapitre d'une œuvre. N'hésitez pas à aller jeter un œil vous prenez le dernier manga sorti d'un auteur et vous prenez son premier manga. Ça va tout de suite on le voit pas en direct en fait quand on lit tome après tome, ça ne choque pas. Mais c'est vrai quand on revient sur ses premiers mangas, on voit la différence dans l'évolution du trait et c'est assez intéressant de le faire. Bon, t'as des gens qui sont très bons dès le début, hein. Je pense à des auteurs comme l'auteur le nom m'échappe, mais tu vas peut-être m'en prendre Valentin, mais celui qui a laissé One Punch Man et High Shield 21, c'est un mec qui a été très bon dès le départ et il n'y a pas de Ah, souci. C'est un oui, génie. merde.
Voilà, ça va me revenir. Mais il y a pas mal d'auteurs, en fait, tu sens qu'ils se sont cherchés, en fait, tout au long de leur aventure qu'ils nous ont proposé. Et tu vois vraiment cette évolution. Et je trouve ça intéressant, des fois, de prendre le premier et le dernier. Il faut vraiment voir les progrès qu'il a pu faire. C'est Yusuke Murata. Et Enfin, Yusuke Murata. Je suis allé faire la D'ailleurs, recherche. qu'on te recommande, si tu n'as jamais lu One Punch Man, Martin, n'hésite pas, c'est vraiment quelque chose qui prend un peu le contre-pied de ce que tu peux connaître. Ouais, ça fait longtemps que c'est sur ma liste. En plus, en animé, tu vas te régaler. Hein. Ouais. Ouais, non, apparemment, il faut que. Ouais, c'est sur ma liste. Un dernier point qu'on peut peut-être dire éventuellement pour vraiment donner un panel un peu complet de l'univers, on en a touché deux mots tout à l'heure, c'est on a ces mages en fait, donc ils y viennent dans un intérêt précis, et on le voit d'ailleurs dès le deuxième chapitre où Nikaido se retrouve en difficulté. Les mages en fait font des expériences sur les habitants de Hall, et ils ont tendance à les transformer en cafards, hein, en insectes, et ça vient un peu à ce côté un peu dégueulasse de l'univers dans lequel ils vivent. Non, mais en fait, en plus, chaque mage a son. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, chaque mage a son pouvoir spécifique, en fait. Et donc, en fait, Shin, son pouvoir, c'est de découper les gens en morceaux, mais de les garder vivants. Donc, c'est bien crade. Donc, c'est pour ça qu'il doit toujours se balader avec des sacs poubelles suffisamment solides pour transporter ses victimes. Noi, elle a une magie réparatrice. Et en fait, suivant à quel point ils sont forts ou pas, ils ont pas forcément le. Ça se fait via la fumée en fait. Ils sortent de la fumée de leur corps. De Ouais. leurs doigts même, pour être précis. De C'est leurs un doigts, côté ouais. très sexuel, je trouve, dans la manière d'être présenté. Je trouve l'espèce Ouais. d'éjection du doigt, là, dans la manière dont c'est dessiné, en plus, Ou, c'est vraiment très perturbant. ou ils la soufflent aussi, des fois, ça dépend. Ouais, ça dépend qui. Ouais. Et N, donc ça transforme les gens en champignons. Oui. Où ça crée des champignons. Enfin voilà. Et en fait, il y en a où on sait pas. En fait, c'est tellement des losers qu'on sait pas ce qu'est leur magie, ce que ça va faire. Ouais. Mais globalement, tous les mages de base, ils les transforment en insectes ou en cafards, hein. On sent qu'ils n'ont pas de particularité Bah, spéciale. en fait, ils viennent s'exercer à faire leur magie sur les Sur, humains, quelle sur qu'elle rôle, soit, ouais. quoi. Et d'ailleurs, pourquoi il y a beaucoup de cafards? Ça fait pareil, ça fait partie de l'interview que j'ai lue de l'auteur. C'est en fait une phobie de l'auteur. Elle a peur des cafards. Donc c'est Ah, pour c'est ça drôle. qu'on les retrouve, on retrouve énormément de cafards. Ah, en particulier. Ouais, Je sais vas-y. pas si bah, il y a un personnage, c'est un de mes personnages préférés de Doro et Doro, c'est Johnson, qui est un cafard géant et qui ne dit qu'une seule chose, qui ne dit que shocking. Il sait dire que ça, c'est shocking. Et en fait, au début, c'est un antagoniste de Caïman et après, il finit par les rallier et c'est un personnage qui est vraiment drôle, quoi, parce que il dit tout le temps shocking, shocking, Ouais, shocking. C'est tout ce c'est qu'il le dit. jeu s'appelle Groot de Ouais, commentaires de Doro et complètement. Doro. Ouais. Bah, d'ailleurs, t'en parles. Qu'est-ce que vous pensez globalement, et je pense qu'on terminera sur ce point-là parce on aura fait à peu près le tour de Doro et Doro. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion entre l'humour et le côté action de la série? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ouais, comme tu l'as dit hein, plusieurs fois, enfin vous l'avez dit tous les deux, hein, quand on dit que c'est de l'humour, c'est de l'humour trash quand même. Et enfin, je veux dire, on rigole de choses qui sont assez dérangeantes en fait, assez malaisantes. Il y a un côté très absurde qui fait que ça fonctionne bien, je trouve. Après, il y a, ouais, il y a des scènes d'action qui sont assez intenses et importantes. Euh, mais il y a aussi beaucoup de scènes qui sont ni drôles ni violentes, mais qui sont juste un peu qui sont assez touchantes en fait, je trouve, assez Oui. mélancoliques même Ouais. parfois. Il y a une vraie mélancolie en fait qui se dégage de tout ça parce que en fait finalement chaque personnage est quelque chose et voudrait être quelque chose d'autre en fait. C'est un peu la dynamique de chaque personnage. Et souvent c'est des personnages qui ont vécu des choses un peu traumatisantes et dont ils essayent de se débarrasser pour aller de l'avant quoi. Oui, notamment sur le personnage de Nikaido, on en apprendra un peu plus tard, mais Ouais. Mais pas que, en fait, hein. Je trouve ça assez touchant et intéressant. Val? Bah, je le rejoins Martin aussi là-dessus.
Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que je trouve que l'ambiance, parce que j'aime bien faire ce comparatif-là, l'ambiance que j'ai ressentie en lisant le manga, c'est pas du tout la même ambiance, un peu plus, la même ambiance que dans l'animé, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je trouve l'ambiance un peu plus dark, même s'il y a, comme on l'a dit, hein, cette dimension un peu, cette dimension humour second degré ou humour un peu particulier, quoi. Mais dans l'animé, c'est beaucoup plus tourné, je trouve, axé dans ce sens-là, alors que le manga, lui, m'a emmené dans un endroit un peu sombre, avec des scènes qui par l'humour, dédramatisent un peu la situation, mais je me suis senti un peu plus mal en lisant que quand j'ai visionné. Et globalement, c'est l'image que j'en ai de Doro et Doro, de ce manga, c'est que l'ambiance malsaine, crade, tout ça, est plus forte dans le manga que pour moi que dans l'animé. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, non, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est beaucoup de l'humour de situation en fait, hein. C'est surtout comme ça qu'on arrive à percevoir en fait l'humour dans le manga. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour par absurde, tu sais, puis en contretemps. Tu sais, t'as une scène qui se passe, et puis en fait, c'est la réaction complètement en décalé du personnage par rapport à ce qu'on vient de voir, qui fait que ça rend le truc un peu drôle. Mais ça demande. C'est assez fin en fait. C'est moins ouais, comme dans l'animé où tu sens que déjà dans la manière dont s'exprime Caïman, tu sens tout de suite que c'est la grosse poilade, quoi. Parce que c'est vrai que je pense que très certainement que le doubleur en rajoute un peu, en fait un peu des caisses. On lui a dit en tout cas de jouer le personnage de Caïman comme ça, mais je trouve que bah, ce qui viendra jamais, pour moi, renforcera toujours la marque de l'auteur, c'est à nous aussi d'interpréter un peu la manière dont on ressent Ouais, l'humour sur le format papier, quoi. je suis C'est... d'accord. Ouais, complètement, ouais. Bon, écoutez les gars, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Doro et Doro. Donc Doro, comme on dit, donc 23 tomes disponibles chez Soleil Manga. Et puis, bah, on ne peut que vous recommander, hein. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus, hein. C'est clair. Bah ouais, et puis surtout, il faut vraiment le lire en sachant que c'est un voyage, c'est vraiment un grand, grand, grand voyage. Et il n'y a pas de redite en fait. C'est ce qui est cool avec cette histoire, c'est qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et c'est pas bon, certaines histoires, certains mangas, alors surtout en shonen plus, on cette tendance un peu à répéter sans arrêt les mêmes situations. Alors là, pas du tout quoi. En fait, c'est vraiment un voyage permanent quoi. Oui, oui, ça change assez vite de ton et d'ambiance. Et on se dit, bah, tiens, on a changé de manga. Mais non, non, on est toujours dans la même œuvre, mais c'est juste qu'on part dans un autre délire, en fait, et qui rend quand même l'ensemble très cohérent, hein. Et ça reste hyper cool à lire. Bah, ça retombe sur ses pieds à la fin en tout cas. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça demande, voilà, enfin, encore une fois, si on doit juste mettre juste un petit warning, ça reste un manga qui est pas non plus hyper simple d'accès, hein, faut dire ce qui Ouais, est, ouais, ça complètement. demande d'être disposé pour le lire, hein, parce Mm. que c'est pas simple dans sa première approche en tout cas. C'est clair. Et maintenant, on va faire des petites recos, on va laisser l'honneur à Martin. Vas-y Martin. Alors, je vais faire une reco qui est qui est complètement capillotractée, mais en fait, c'est que dans la foulée de Doro et Doro, j'ai lu Fire Punch, et qui est aussi une œuvre dérangeante et un peu crade. Je confirme. Euh, tu l'as lu en entier? J'ai lu le premier tome et on va faire une petite backstory de tournage. Quand on a proposé à Martin de faire l'émission avec nous, il nous a proposé deux œuvres, Doro et Doro et Fire Punch. Et j'ai dit à Martin, Oui, Fire Punch, je suis pas sûr que on soit prêt et que les on va auditeurs y soient arriver. prêts. Ouais, Mais vas-y, parle-en parce que c'est quand même assez, ça reste une œuvre intéressante quand même dans son ouais. Ouais, approche. non, mais je me rends compte que j'aime bien les mangas trash en fait, hein. C'est, et donc ouais, j'ai lu Fire Punch juste après Doro et Doro. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé parce que alors c'est beaucoup plus court déjà, c'est un truc qui est cool, il y a 7 tomes, donc ça se lit assez vite. Et c'est aussi une proposition super radicale. Donc ça parle, ça se passe dans un futur post-apocalyptique bien violent et bien méchant. Et c'est un gars qui. Et donc là aussi, c'est un peu, il y a un côté X-Men. Les gens Oui, ont des pouvoirs, des aptitudes particulières. Et un pauvre type qui a l'aptitude de toujours se régénérer en permanence se fait cramer par un type qui a l'aptitude de produire des flammes qui ne s'éteignent jamais.
Donc en fait, ce pauvre gars va se retrouver à brûler sans arrêt toute sa vie, quoi. Donc c'est un espèce de supplice qu'il doit vivre sans arrêt. Et, euh, et en fait, on va suivre son cheminement dans ce monde-là où il va être tantôt perçu comme le diable, tantôt perçu comme le Messie. Il va essayer d'aider les gens à sortir de la violence et à rebâtir un monde où on arrête de s'entretuer. Et puis en même temps, il va toujours avoir cet appel à la violence qui va ressortir sans arrêt. Alors c'est assez philosophique comme truc, bizarrement. Mais en tout cas, si vous aimez les histoires qui posent un peu des dilemmes moraux et philosophiques Tu peux le dire. qui vont fort parce qu'il y a des trucs très violents et très durs. On peut juste parler 2 minutes et ce sera raccord avec le concept de l'émission. Le premier chapitre où on suit le frère et la sœur, je peux te laisser un moment la proposition que fait la sœur au frère, qui fera peut-être un petit lien avec un autre podcast que tu fais qui s'appelle Nanarland et qui m'a fait tout de suite penser, je dis oula, il y a un petit côté nanar quand même dans l'approche. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, c'est compliqué en fait, c'est parce qu'effectivement il y a le personnage de sa sœur, Qui a la ils même ont des aptitude rela- que lui, d'ailleurs. Ils ont tous les deux la même aptitude de pouvoir se régénérer, en fait, hein, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Je sais, non, je crois pas parce qu'elle se fait tuer en fait peu de temps après, il me semble. Mais je crois qu'il y avait Il me au semble. départ, c'est qu'en fait, chacun leur tour, en fait, comme ils ont une capacité en fait spéciale de s'autogénérer, ils donnent à bouffer une des parties de leur corps aux gens. Parce Ouais, faut dire le contexte, on est dans une période glaciaire, il fait froid, les ressources sont taries, et ils ont tous les deux une capacité spéciale qui est de régénérer leur corps, et ils donnent à manger un bras, une jambe, ouais, il se coupe des membres pour les donner à exactement. manger aux gens de son. Et ouais, et en fait, comme ils sont élevés dans un monde un peu bizarre où certaines barrières morales ont été abolies, euh, elle lui propose qu'ils aient des enfants ensemble, en fait. Ce qui peut un Joli. peu perturber. Bel esprit. Ça, c'est un bel esprit, ça. Mais bon, voilà, après, alors, bon, il y a tout un truc. C'est vrai qu'il y a un petit côté dommage que tu sois ma sœur. Voilà, l'instant Ceux qui, Whitefire, ouais, c'est ceux exactement qui ça. ont la ref ont la ref. Exactement, ouais. Mais ouais, ouais, non. Enfin bon, bref, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est bizarre, c'est trash, c'est perturbant, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est assez touchant au final, malgré tout. Oui, et c'est court surtout, c'est ce qu'il faut se dire. On perd Ouais, pas, c'est à mon court. avis, je pense pas qu'il y ait de gras, c'est quelque chose, à mon avis, c'est efficace, Non, et non, ça c'est court, c'est va court. droit au but. Merci Martin pour cette belle reco, je pense qu'il y aura des petits curieux. C'est pas adapté en animé, hein, je crois, hein. C'est resté vraiment Non, qu'à non, l'état non. manga. Ça m'étonnerait que ça le soit. Mais Ah, tu sais, il y a des courageux. bon. Ouais. Val, t'as une petite reco éventuellement à nous proposer? Ouais, récemment, je suis tombé sur. Alors, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, comme dirait notre ami, mais je suis tombé sur un manga, un shonen de foot. Alors, on connaît tous Captain Tsubasa, tout ça. Ben là, c'est un peu apparemment le nouveau Captain Tsubasa, mais moderne, quoi. Et ça s'appelle Aoashi. Donc, je compte faire une chronique flash dessus, un one shot, qui est notre troisième émission un peu plus courte. Et globalement, c'est juste incroyable. Moi, je suis pas un gros fan de foot. Bon, là, c'est l'Euro et tout en ce moment, donc il y a un engouement. Mais Aoashi, la manière dont c'est présenté, la trame narrative et les personnages ont l'air vraiment vraiment hyper cool. C'est tourné un peu c'est très réaliste. On n'est pas sur du Olivier Tom, le tir du faucon et 50 km en courant sur un terrain. C'est plus réaliste. Il y a un aspect stratégique, technique du foot, mais aussi la réalité des centres d'entraînement, de la formation des jeunes à ce sport-là du côté japonais. Et c'est vraiment très cool. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis récemment et il y a le troisième qui va sortir en juillet. Donc je vais continuer cette série-là. C'est vraiment cool. Donc je vous recommande, surtout en ce moment avec l'Euro. Allez Tu les peux nous Bleus. dire de quoi rapidement ça en parle? Ouais, ben, l'histoire c'est l'histoire de Aoi Ashita, qui est un jeune, le personnage de shonen par excellence, quoi, le jeune déterminé qui a du talent, mais qui est pas non plus si fou que ça, hein, mais il a beaucoup de talent au foot. Il joue dans sa cambrouse. Il est très fort dans sa cambrouse, mais il a un jeu très personnel où il joue que pour lui, que pour sa gueule, et c'est lui qui veut marquer des buts parce qu'il veut devenir le plus grand joueur de foot du monde. Alors dit comme ça, c'est pas hyper alléchant, je vous l'accorde. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce qu'il se trouve qu'il rencontre une personne qui va lui proposer de suivre une formation
qui va l'amener vers le monde professionnel parce que lui, il est intéressé par ça et il se trouve que son contexte familial fait que sa famille n'a pas un rond, sa mère, elle est hôtesse. Alors, on sait ce que c'est les hôtesses au Japon, hein, et c'est dit clairement. Donc voilà, il est dans un contexte familial particulier, ils vont se sacrifier pour lui, pour qu'il puisse essayer de percer dans le football. Et ça va pas être si simple parce qu'il va rencontrer des mecs qui ont tout aussi faim que lui, qui ont tout autant de talent. Et voilà, il y a toute cette histoire-là. Donc, je peux pas en dire un peu plus, c'est à peu près ça le pitch, et c'est hyper intéressant. Ah, c'est intéressant, j'en ai pas du tout entendu parler, mais ça donne envie, hein. C'est très récent. En fait, il y a deux mangas de foot qui sont sortis côte à côte. C'est Blue Lock, qui est un peu un battle royale du Ouais, football, quoi. le Battle Royale du football, ouais, c'est clair. Voilà. J'étais pas hyper attiré par ça. Et il y a Aohashi, qui prend cette tangente-là, lui, cette manière-là de raconter. Et franchement, j'ai été captivé, quoi. Les dessins sont super beaux et tout. Et il y a un animé qui va sortir l'année prochaine, normalement. Et tu peux me rajouter que c'est donc chez un petit nouveau du monde de l'édition. Mais c'est un nouvel éditeur en France, c'est Mangetsu. Mangetsu, c'est l'éditeur Mangetsu. C'est un tout nouveau truc qui est sorti en mars 2021. C'est des nouveaux éditeurs qui publient ça et l'édition est grave cool. Donc voilà, enfin, bon, j'en ferai un one shot. Et moi, je vais vous recommander un manga aussi, puisqu'on est dans une émission de manga. Attention, ouf, gros suspense. Mais ça va être une émission en forme de teaser pour le prochain épisode. Je pense que c'est clairement un de mes plus gros coups de cœur niveau manga qu'il y a pu avoir dans ces 20 dernières années, hein, j'ose le dire. Je pense que c'est clairement un manga qui s'est direct hissé dans le top 5. C'est The Promised Neverland. C'est un manga en 20 tomes où on suit l'histoire d'orphelins qui du jour au lendemain découvrent la terrible vérité qui se cache derrière l'orphelinat. Volontairement, j'en dis pas plus ici, on y reviendra quand on en parlera dans l'épisode, mais c'est un super manga où la narration elle est ultra maîtrisée, on a un dessin qui est juste ma boule. Qui est d'ailleurs aussi une femme qui est au dessin et vraiment top. Enfin, c'est un vrai bon super manga à découvrir. Il y a du côté horrifique, il y a de l'action, on est sur un rythme ultra haletant. Hein, ça fait que 20 tomes. Hein. 20 tomes pour un manga, c'est pas énorme. Hein. Pour rappel, One Piece, je crois qu'ils sont à 100, hein, ça y est, ils ont passé le cap des 100, si je dis pas de bêtises. Bientôt le tome 100. Et Tome on 100 en en voit, fin d'année. et on n'en voit toujours pas le bout. Ouais, mais c'est pas raisonnable. Non, non. Malheureusement, je vais peut-être me faire des haters, mais je ne suis pas un gros défenseur de One Piece. Hop, on ferme la parenthèse. On va pas se faire descendre. Non, mais c'est de manière générale, je trouve que les séries qui traînent trop longtemps, Oui. ça devient infernal au bout d'un moment, mais On va pas un être avis copains. personnel. On va pas être copains. Ça me fait penser aussi à la fin de Naruto, hein, qui est pour moi globalement ratée. Ah, Hein. Je putain. pense qu'on est assez tous d'accord pour le dire. C'est un enfer. Ouais. Ça, C'est c'est un pas faux. enfer. Et ça pourrait être un jour un sujet de. Si on devait faire un hors-série un jour, j'y pensais à ça l'autre jour, des mangas qui n'ont pas su conclure en fait leur série, alors qu'ils avaient un pitch de départ complètement dingue et qui ont raté leur fin, ce qui fait qu'on en garde un goût amer. Coucou Death Note, hein, pour ceux qui comprennent. Ouais. Mais ouais, non, tout ça, Promise Neverland, en tout cas, ça tient sa promesse, comme son nom le dit, hein, dans le titre du manga. C'est un super manga. Enfin, franchement, je pense qu'on a rarement fait aussi fort que le premier arc narratif qui se passe dans l'orphelinat. Je pense que j'ai rarement vu aussi bon du point de vue scénario, du point de vue, enfin tout. Tout. C'est juste dingue. Je sais que toi, Val, tu l'as lu. Est-ce que tu as eu l'occasion de tomber dessus, Martin, toi, sur celui-là ou pas? Non, pas encore, mais ça fait longtemps que j'en entends parler, ouais. Et ben voilà, moi comme toi, j'avais aucune info, je savais pas de quoi ça parlait, j'en entendais que du bien, et un jour j'ai dit je vais prendre le tome 1 pour voir de quoi ça en retourne, et j'ai pris une giga claque, hein, franchement. Et je pèse mes mots, hein, franchement, c'est incroyable. C'est pas faute de te l'avoir recommandé dans un épisode précédent de Yati un manga. Je confirme, mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh oui, c'est incroyable, tu fais bien d'en reparler, il faut en parler tous les jours de ce truc. C'est Et incroyable. ouais, donc on en parlera dans un futur épisode, très certainement le prochain. Rarement on vous tease parce qu'on sait jamais de quoi on parle d'un épisode à l'autre. Mais là, pareil, on aura aussi un invité avec qui en parler. Et je pense que ça risque d'être plutôt sympa. Il y a pas mal de choses à dire. Pour moi, c'est une œuvre qui s'inscrit direct dans la pop culture japonaise.
Yes. Ben voilà, on arrive au bout. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Martin, merci encore d'être venu nous accompagner dans ce périple. Ouais, merci Martin. Avec plaisir. Merci pour votre accueil. Écoutez, lisez des mangas, voyez des films de Miyazaki, enfin voilà. Faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et bien écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas donc à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, à laisser les petites étoiles quand les applis le permettent. Et puis on vous dit à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Salut! Salut! Merci, salut.